Toi, c'est très normal, mais pour moi, je crois que j'ai fait 2 fois de la radio dans ma vie, donc tu vois. Alors, pour moi, ça va être un peu particulier parce que c'est la 2e saison de Un pixel près et qu'on commence quand même sur les chapeaux de roue avec un sujet qui est pas forcément celui qu'on attend quand on parle de création ludique, puisque toi de ton côté tu as des trucs à nous dire qui vont concerner en plus quelque chose qui peut toucher pas mal de gens, c'est-à-dire quand on n'est pas en bon terme avec son employeur, et du coup je vais commencer en te présentant, ou du moins en te souhaitant bonjour évidemment. Je suis avec Libouban Noël, qui est narrative designer dans le jeu vidéo, freelance aujourd'hui, et en plus en train de travailler sur son propre jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Alors, mon prénom c'est Léo, et tu peux m'appeler Léo à partir de maintenant. Je suis freelance, et en fait, on est 2 freelance avec Marine Neumann. On s'est mis en association tous les 2. On démarche ensemble les clients, on les prend ensemble, on travaille ensemble dessus, et on partage autant les frais que les gains. Et on est sous le nom Trame Commune. Et c'est une manière d'amener un petit peu de choses en commun dans le monde du freelance. C'est un peu solo, quoi. Voilà. Et là, on a commencé à discuter ensemble de faire potentiellement un épisode autour du fait d'être en conflit avec un employeur, c'est-à-dire que toi actuellement tu es en procédure, donc ça veut dire qu'il y a des choses dont tu vas pouvoir parler et il y en a d'autres dont ça va être forcément plus compliqué. Mais c'est vrai que l'intérêt en fait, c'est que souvent quand on parle de jeux vidéo, on voit le jeu vidéo sorti, on voit les gens y jouer. Si ce sont des médias traditionnels, on va voir souvent les jeux les plus emblématiques être joués, c'est-à-dire qu'on va voir à la rigueur du Call of Duty, peut-être du Fortnite et du Street Fighter, mais on va pas nécessairement voir l'entièreté du jeu vidéo représenté, comme par exemple le jeu indépendant, etc. Et surtout, on va pas nécessairement voir non plus les complications liées aux productions de jeux vidéo, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que cette émission existe, c'est de montrer en fait que le jeu il arrive pas tout seul sur les étals des grands magasins ou sur les stores en ligne pour pouvoir être joué. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'un petit peu plus caché. Est-ce que toi tu t'attendais, en commençant à travailler dans le jeu vidéo, à rencontrer des problématiques, alors pas forcément celles que tu as rencontrées forcément, mais à rencontrer des problématiques d'une façon générale? Oui, à vrai dire oui. C'est pas un secret que il y a eu des grands procès dans des grandes sociétés de jeux vidéo. C'est pas tellement le sujet. Moi, j'étais dans un studio indépendant, mais l'indépendance ne fait pas forcément esquiver les soucis juridiques, de droit du travail, etc. Et bon, le monde du jeu vidéo est quand même un petit peu réputé pour ça. Donc, je m'y attendais un petit peu. Après, je les ai pas vus venir pour autant, et ce que j'ai vécu précisément, non, évidemment. Je m'attendais à quelque chose, parce que c'est des choses qui arrivent, parce que j'ai l'âge que j'ai, et que j'ai traversé plusieurs mondes du travail un petit peu différents. Donc oui, ce sont des choses qui arrivent, il faut y être prêt, et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette émission avec toi. C'était aussi dire ce genre de choses arrivent, il faut y être prêt. Comment est-ce qu'on s'y prépare? Et une fois qu'on est prêt, est-ce que ça fait mal quand même? Spoiler, oui. Et effectivement, toi de ton côté, donc tu rencontres un cas qui est quand même assez particulier, mais c'est vrai que souvent on a des productions qui ont des problématiques moins graves certes, mais quand même des problématiques de financement, où à un moment donné ça va poser la question de savoir comment se positionner en tant que salarié, peut-être en tant qu'associé, peut-être en tant que personne participante au projet. On a souvent des projets qui se lancent en bénévolat, et déjà dans un premier temps, on a cette chose qui va parler à pas mal de monde, c'est le fameux travail passion.
où à un moment donné, on a une industrie où c'est pas qu'on vous demande de pas compter vos heures. Il y a beaucoup de studios qui vont quand même être un peu à cheval là-dessus, mais si vous n'avez pas le financement qu'il fallait avoir, les 30 000, les 60 000, les 100 000 qui manquent, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne le projet ou est-ce qu'on termine nous de notre côté en travaillant à côté? Ça fait partie évidemment des premières problématiques qu'on pourrait rencontrer en travaillant dans l'industrie. Bah ouais, tu mets le doigt sur le nerf de la guerre, ça c'est évidemment, et c'est aussi pour ces raisons-là que vous pouvez avoir, quand je dis vous, c'est les gens qui écoutent et qui travaillent dans le monde du jeu vidéo, vous pouvez avoir des soucis juridiques qui apparaissent, c'est vraiment dans ce cadre-là précisément que tu viens d'évoquer. Donc effectivement, pour financer un jeu vidéo, il y a une espèce d'équation qui est un petit peu dure à résoudre. C'est que pour avoir de l'argent de la part des financeurs, il faut montrer quelque chose, mais pour montrer quelque chose, il faut bien de l'argent pour pouvoir le faire. Donc cette espèce de serpent qui se mord la queue et qui est difficile à dépasser, il est un petit peu résolu par un système du jeu vidéo qui fait en sorte que vous pouvez montrer peu. Par exemple, au CNC, qui a différents stades d'aide publique, pour avoir un peu d'argent. Ce un peu d'argent va vous permettre de montrer plus et de passer au stade d'argent public supérieur, ou à des investisseurs. Les investisseurs regardent assez peu quand il y a très peu de choses. Il faut quand même avoir déjà un peu avancé le projet. Et de petit à petit, on peut arriver à proposer un projet qui finit par être financé complètement et d'assurer évidemment des salaires. Dans ce contexte-là, il y a des gens qui, au départ, quand il y a rien de fait, quand il n'y a pas le moindre argent disponible, ils commencent à travailler sur un projet pour le présenter, pour avoir des choses à montrer de manière bénévole. Et souvent, puisque tu as mentionné le mot associé, vous allez avoir des deals qui interviennent à ce moment-là de la création d'un jeu, où on propose à la personne qui travaille bénévolement pour l'instant de devenir associé futur de la société. Et c'est un choix qui est pas forcément évident pour deux raisons. D'abord, être associé d'une société, qu'est-ce que c'est ? La plupart d'entre nous n'ont jamais été. Ça signifie avoir des droits, faire partie du board, voter certaines choses. Ces choses-là, si vous n'êtes pas au courant, en fait, la personne qui peut être un peu plus dirigeante, le CIO, le SEO, le CIO, va peut-être profiter en fait du fait que vous savez pas ce que c'est que d'être un associé et comment est-ce que quels sont vos droits et quels sont vos pouvoirs aussi. Vous avez un pouvoir en tant qu'associé. Et puis l'autre difficulté avec cette question-là, c'est que est-ce que vous avez vraiment le choix ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est la seule chose qu'on vous propose pour rester dans le projet et peut-être potentiellement en vivre, sachant que vous avez déjà mis du travail dedans, est-ce que véritablement ce choix en est un ? La question est pas si simple que ça. Oui, parce que en plus dans le principe, c'est que souvent dans le jeu vidéo indépendant, on va avoir des personnes qui sont déjà professionnelles les trois quarts du temps, parce que sur les projets qui aboutissent, c'est rarement des projets amateurs, c'est souvent des personnes qui sont soit formées, soit auto-formées, mais avec une idée d'aller vers une professionnalisation. Et c'est vrai que souvent ça commence par une idée, ça commence par un projet où on va travailler ensemble sans effectivement compter les heures, puis ensuite on va se constituer en studio, soit parce que il y a un accord potentiel avec un éditeur et donc ça offre des perspectives, soit parce que ça y est, on commence à travailler sur les dossiers de financement, et de la même façon on peut avoir les deux évidemment, mais c'est vrai que souvent on a cette idée de structuration, et c'est vrai que cette structuration après le départ d'un projet, souvent on met un peu la charrue avant les bœufs, et la question, comme tu en parles du côté associé, du côté vraiment entreprise, la question de l'entrepreneuriat, souvent elle se pose après la question créative, et souvent ça crée des problèmes là où il y en avait pas avant, mais forcément puisqu'on s'était pas posé toutes les questions. Toi, tu penses que ça devrait d'abord être une question entrepreneuriale avant d'être une question créative, le jeu vidéo ? Non, je peux pas penser ça, parce que ce serait pas être ce serait être un peu idéaliste. Alors, de manière idéaliste, si, ouais, clairement. Si jamais, on peut imaginer le meilleur des mondes, très bien, oui, on monte son studio, avec ce studio-là, juste parce qu'on est un studio, on récupère de l'argent, c'est magique, et on peut faire son jeu. Mais le fait est que ça marche pas comme ça, qu'a priori, c'est pas, alors à moins qu'on fasse tomber le capitalisme, moi je suis pour, mais a priori c'est pas vraiment vers ça
faut se diriger pour l'instant, enfin quoique, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, on peut pas penser comme ça. Il faut se dire que c'est le monde dans lequel on évolue et que c'est ses règles, surtout dans l'indépendant. Après, il existe plein de règles différentes. Là, j'ai parlé d'un cas qui est assez général, mais il existe plein de manières de faire. Et d'ailleurs, au GameCamp dernier, moi j'ai discuté avec plein de gens qui avaient tous trouvé peut-être d'autres manières de jouer avec les règles du jeu. Certains, sans doute, vous avez déjà entendu parler de ça dans le public, et toi aussi Thomas, des gens qui font des espèces de mini-jeux qu'ils arrivent à faire en 4-6 mois, et puis qui recommencent avec dans l'idée d'en avoir un qui à un moment donné va devenir locomotive, puis financer les autres, etc. C'est un des systèmes auxquels je pense, mais il y en a plein en fait de petits systèmes comme ça. Chez Abiding Bridge, ils ont plein de connaissances à ce sujet-là. Alors, je pense que vous pouvez essayer de vous rapprocher de ce groupe-là qui sait plein de choses. Là, je parle d'un cas un peu plus général, peut-être voué à disparaître, j'en sais rien. C'est vrai que comme il pose problème, peut-être qu'à un moment donné, ce système-là va être à bout de souffle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que se constituent les studios et les projets actuellement. Et c'est aussi pour ça, il peut y avoir des tensions. Et ces tensions-là peuvent se transformer, effectivement, enfin, moi, ça a été mon cas, dans des complications qui peuvent mener à des conflits internes assez difficiles à gérer, quoi. Oui, puis on a systématiquement des problématiques de si le projet n'arrive pas en finalité, on se retrouve avec du travail qui a été non rémunéré. Donc aller sur un autre projet, ça devient une véritable problématique financière personnel. Et à côté de ça, comme tu en parlais, on a une adaptation. J'avais interviewé Pierre Vander, qui est notamment streamer, mais aussi développeur indépendant solo. Et sa méta à lui, c'est-à-dire la façon qu'il a de s'adapter à la situation, à la conjoncture actuelle, c'est de faire des jeux en 7 jours maximum. Donc il fait des petits jeux, voilà. Il fait des tout petits jeux, et ensuite il diffuse la création de ces jeux-là. Donc c'est pour ça qu'il stream. Il est en live en train de montrer comment il développe le jeu, etc. À la fin des 7 jours, le jeu il part sur le store, ou alors il part pas du tout. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, il a perdu que 7 jours. Et en plus de ça, il y a les personnes qui s'abonnent à sa chaîne, qui parfois payent, et du coup potentiellement ça rapporte 2-3 sous. Et à côté de ça, vu qu'il est artisan sur de la figurine, etc., ça lui permet d'avoir un petit écosystème à lui pour pouvoir en fait exister, pour pouvoir justement s'adapter. Là où effectivement on a en plus un système, j'allais dire étudiant côté jeux vidéo, où en plus on va avoir cette idée de allez-y, lancez-vous dans le bain, sans avoir été confronté potentiellement à la véritable existence d'une entreprise, puisqu'on veut les faire se préparer aux jeux vidéo et pas nécessairement à l'entrepreneuriat. C'est pas des écoles de business, c'est des écoles de jeux vidéo. La problématique étant que une fois qu'ils essaient de bosser, on se retrouve un petit peu, je suppose que toi t'as eu des conversations dans ce sens avec des personnes qui sortaient d'études peut-être, qui du coup tu voyais peut-être les paillettes dans les yeux sur des projets. On sait qu'il y a eu des procès, on sait qu'il y a du mal-être dans le jeu vidéo. On voit les effets de la crise actuelle. Alors il y en a qui disent qu'on est en train d'en sortir. Moi j'y crois. En tout cas je le veux, donc ça va arriver. Voilà. Je fais de la pensée performative, c'est bien. Mais ouais, non, ils ont l'air conscients. Donc je pense que c'est aussi des deals. Alors quelque part, on disait qu'il faut s'y préparer. En fait, je pense qu'il y a quand même une partie qui est prête, mais qui est prête un petit peu dans l'idée justement. Qu'est-ce que ça a comme impact dans le jeu vidéo lui-même, c'est-à-dire si la personne elle joue à un jeu, est-ce que ce dont on parle a un vrai impact, ou est-ce que c'est une considération supplémentaire qu'on pourrait avoir? Est-ce qu'on est plutôt sur un véritable impact créatif, artistique, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus nuancé du point de vue consommateur, où il y a des gens qui voudraient en fait se saisir de la question, mais pas à ce point non plus peut-être? C'est une question qui est difficile. J'ai l'impression que j'ai pas toutes les clés pour y répondre. Je vais tenter un truc, mais je suis pas sûr de moi à ce sujet-là, parce que
Dans mon cas particulier, on a eu des problèmes créatifs aussi, qui étaient liés en partie, mais tu vois pas complètement. C'est pas spécialement parce que on a eu un début comme ça avec ce système de on est obligé de faire exister quelque chose pour avoir les premiers sous, et etc., etc. Donc il y a des choses qui étaient liées à ça et d'autres non. Et c'est difficile de se rendre compte de s'il y a eu un effet de cause-conséquence direct entre ce qui se passe dans le management, ce qui se passe dans le système, je vais dire un gros mot, mais d'exploitation des gens qui travaillent, et le rendu créatif. Moi, je crois que oui. Moi, je crois que c'est très lié. Maintenant, il y a d'autres projets qui ressemblent à celui qu'on portait, qui se faisaient au même endroit et qui ont sorti clair-obscur. Donc, comme quoi, c'est pas nécessairement que. Enfin, je pense qu'ils ont eu un démarrage. Je connais pas leur démarrage, tu vois, mais je pense que ils sont passés par les mêmes étapes que nous de notre côté, peu ou prou. Ils ont peut-être fait différemment. Mais au final, l'aspect créatif est il est sans doute critiquable, mais je veux dire, il est cool, quoi, tu vois. Donc, c'est difficile de faire un lien de cause à effet. Ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, nous, dans notre studio, il y avait une ambiance, une humeur qui était très très lourde à porter et qui nous permettait pas de proposer des choses innovantes, de proposer des choses qui nous faisaient plaisir. Ça, c'est sûr que chez nous, c'est arrivé. Maintenant, est-ce que c'est tout le temps le cas ? Difficile à dire. Toi, Léo, vu que tu as eu à te poser toutes ces questions-là, voilà, quand on comprend déjà qu'il y a un abus, parce que c'est pas forcément dit comme ça, est-ce qu'à un moment donné, voilà, on a des premières solutions, ou est-ce qu'il y a plein de choses à faire en même temps ? Alors, c'est beaucoup de questions, mais je vais essayer de répondre à tout ça. Effectivement, votre travail peut être gratuit dans un premier temps que vous avez fourni. On va vous proposer effectivement potentiellement des parts dans la société. Donc je disais que ce choix est difficile parce que il faut bien se rendre compte que la valorisation du travail que vous avez fait pendant peut-être des mois, des semaines ou j'en sais rien, c'est la personne qui crée le studio qui va la décider. Bien sûr, vous allez pouvoir en discuter, mais si vous avez passé plusieurs mois dessus, vous allez difficilement pouvoir dire non, je suis pas d'accord, et tant pis, on s'arrête là et j'ai donné mon travail gratos ou je le reprends. C'est compliqué. Le monde du jeu vidéo est assez petit, donc partir avec son travail, c'est très très peu accepté dans le milieu, ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Donc la valorisation qu'on va vous donner, elle est difficile à remettre en question. Donc ça, c'est la première chose. Il faut se préparer dès le début à dire en fait mon travail va coûter tant, ce qui veut dire pas le dire au moment où vous allez devenir associé. C'est-à-dire l'avoir abordé avant, en disant attention, moi si je travaille tant de temps, ça vaudra ça au bout d'un moment. On part si vous voulez, mais il y aura pas une discussion à la fin où on va décider que en fait dans mon travail il y a que ça qui a marché, les essais d'avant on les garde pas, etc. Non, on tient quelque chose de très à jour sur ce qu'on a fait précisément et chaque jour limite. On marque tout ça. Ça c'est un des premiers conseils pour ça. Surtout que en général, la personne qui est porteuse de projet, il est pas rare que c'est quelqu'un qui a un capital personnel, un soutien familial, quelque chose comme ça. Donc vous prenez finalement plus de risques pour moins de garanties. C'est pas votre projet. Donc c'est quelqu'un d'autre qui garantit la réussite du projet et qui prend en général moins de risques parce qu'il y a un capital personnel, un soutien familial, etc. Et ils savent où est-ce qu'ils mettent les pieds, ils savent qu'ils peuvent tomber et se relever. Alors vous, c'est pas forcément le cas. Alors vous avez donné peut-être du temps qui a pris sur vos droits au chômage, par exemple, et vous êtes allé peut-être jusqu'au bout de vos droits au chômage, et vous avez eu besoin là, au moment d'arriver au droit au chômage, d'un salaire, et vous êtes dépendant d'une personne qui vous garantit rien en fait. Il n'y a pas de donc c'est très compliqué cette situation-là. Donc il faut être prêt, il faut être très ferme et dire les choses dès le début sur combien vous voulez, à quel moment vous voulez, et ce que vaut le travail que vous avez fait sans être rémunéré. Ça, c'est important, et le fait d'être associé arrive assez souvent dans ce genre de cas. Quelque chose qui est important aussi pour votre patron, c'est de vous mettre dans un cas de bad liver, si jamais il y a un conflit entre vous. Le bad liver, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est parti pas correctement.
Pourquoi c'est important? Parce que au moment où vous allez devenir salarié, vous êtes aussi associé, on peut vous licencier de salarié, mais c'est difficile de vous retirer du board des associés. Mais il y a une manière de faire, c'est en utilisant ce concept de bad leaver. Donc pour ça, en fait, on va vous licencier pour faute grave. Et cette faute grave, dans votre contrat d'associé, il est marqué qu'elle donne lieu au contexte de bad leaver. Et ce contexte de bad leaver fait qu'on peut aussi vous retirer des associés. Alors on vous prend pas vos parts, ça c'est interdit, mais par contre vous n'avez plus de droit de décision au board, vous pouvez plus discuter, vous pouvez plus commenter ce qui se passe pour le studio, etc., etc. Donc on vous remet au loin. Et ça c'est pareil, cette notion de bad leaver, elle doit être très 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 clairement vue de votre côté, négociée et prévu pour que, en fait, si jamais ça se passe mal avec votre employeur à un moment donné et qu'il a envie de vous virer, qu'il puisse pas aussi vous virer du board comme il le veut. Il faut que vous ayez un pouvoir là-dessus. Il faut garder une tension, un rapport de force avec votre futur employeur. Maintenant, quand le conflit émerge et que vous devez vous rendre au prud'homme, il y a une vraie difficulté à comprendre qu'on a été abusé. Ça, c'est quelque chose de très très difficile à se rendre compte. On accepte beaucoup de choses dans le cadre du travail. Ces choses-là, elles viennent progressivement et se rendre compte à un moment donné que c'est trop, c'est extrêmement difficile. Moi personnellement, je pensais que j'étais solide parce que j'ai l'âge que j'ai déjà vécu des choses, et je me disais ouais, je tiens bon, je suis solide. J'avais l'impression moi de bosser un petit peu pour le bonheur des autres, en disant ça se passe mal avec plusieurs personnes, je vais faire vu que je suis associé, je vais faire le lien et je vais pouvoir arranger les choses. En vérité, un jour sur un call avec un collègue, je me suis mis à pleurer et j'ai pas pu revenir au travail pendant un moment et je me suis fait licencier pendant mon arrêt de travail. Sachez que c'est légal depuis que Macron l'a permis. Donc les solutions pour ça: syndiquez-vous, c'est une très bonne manière de faire. Vous pouvez le faire tôt. Ça établit un rapport de force avec votre employeur directement, qui a plus de difficultés à vous licencier parce que vous êtes syndiqué. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous pouvez rejoindre des syndicats pour avoir simplement des conseils. Moi, je n'étais pas syndiqué, je ne suis toujours pas à l'heure actuelle. Ce sera le cas si jamais je suis de nouveau employé quelque part. Mais moi, je suis allé voir plusieurs syndicats. Donc, il y avait Solidaire Informatique, le STJV, la CGT, qui m'ont mis en contact avec des avocats et qui m'ont donné tous les conseils. Parce que c'est quelque chose d'important, on peut solliciter les syndicats pour des conseils, mais pas nécessairement de devoir en fait les rejoindre sur la moindre problématique, quoi. On peut déjà au moins avoir un premier avis de ces syndicats-là. C'est ça. Pour tout ce qui va être réunion avec votre employeur, alors avant que ça se passe et que vous sentez le vent tourner, et après, vous pouvez exiger des réunions d'équipe qui soient collectives ou être représentées par quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un d'extérieur comme quelqu'un d'un syndicat, mais ça peut être quelqu'un de l'équipe également, parce que en vérité, le one-to-one, qui est le mode de discussion préférée des dirigeants, il vous met dans un rapport de force qui est difficile. Vous êtes en face de quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Cette personne, elle peut vous licencier. Vous pouvez pas la licencier. Donc le rapport de force est inégal dès le début. Et donc le tête-à-tête, il n'est pas à privilégier. Et le dernier conseil que je donne, parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais qui est hyper important: dès que vous sentez le vent tourner, dès que vous sentez que les échanges sont plus difficiles, etc., vous prenez des preuves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire screener les discussions dès qu'il y a un écart. Dès qu'il y a eu une réunion à l'oral où vous avez eu des gens pour témoigner, vous leur demandez d'écrire ce qu'ils ont vu et vous le gardez. Vous pouvez enregistrer les discussions que vous êtes seul à seul avec votre employeur, avec un supérieur hiérarchique. Vous avez le droit de le faire. Et vous n'êtes pas obligé de préciser que vous êtes en train d'enregistrer uniquement dans le cadre du travail avec un supérieur hiérarchique. Attention, sinon le reste du temps c'est pas recevable. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le jour où vous allez être licencié, on va vous couper tout. Vous n'aurez plus accès au Discord, aux Notions, aux pages Miro, etc. Vous n'aurez plus rien. Vous avez signé quelque chose qui lègue votre travail, qui donne le droit d'utilisation de votre travail. Donc, votre patron ne vous doit rien de ce côté-là et vous n'aurez plus accès à rien. Donc, vous ne pourrez pas constituer des preuves a posteriori. Évidemment, c'est un pouvoir qu'ils ont également et dont ils profitent beaucoup.
Voilà, donc c'est très important parce que derrière vous allez avoir l'accès à un avocat qui est payant. Faut savoir que ça coûte quelque chose. C'est pas extrêmement cher et c'est quelque chose que votre indemnité de licenciement peut prendre en compte. Mais bon, ça veut dire se mettre de côté l'indemnité de licenciement qui peut servir quand même à remonter sur ses pattes. Et ensuite, un prud'homme, c'est entre 12 et 18 mois d'attente pour que ça soit résolu. Oui. Je fais un peu le tour vite fait, je suis pas trop rentré dans les détails, mais voilà, les premiers conseils, c'est ça. C'est de pas rester seul. Et de collecter si on pense vouloir faire un dossier, ou ne serait-ce que le fait de collecter entre guillemets des preuves, parce que preuve c'est quand même un terme particulier, mais des éléments, c'est aussi un bon moyen de se rendre compte d'un abus potentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu parles de déséquilibre de pouvoir, tu parles de rapport de force, etc. Le principe de l'abus des fois nécessite justement cette collecte d'éléments pour se rendre compte qu'effectivement ça va au-delà d'une simple relation employeur-employé. Il y a quelque chose qui se passe mal. Ça pourrait être aussi d'un point de vue associé ou dans un groupe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de collecter, ça permet de voir sur le papier que potentiellement il y a un souci. Toi, de ton côté, tu es en procédure, donc c'est quelque chose qui va durer un moment, et c'est vrai que ce sera peut-être intéressant d'échanger à nouveau vis-à-vis de ça quand il y aura une résolution, peut-être en première instance, puisqu'après il y a potentiellement la cour d'appel, potentiellement il y a un pourvoi en cassation, donc ça peut s'étendre. Mais dans mon cas, il y aura qu'une seule instance puisque le studio a fermé depuis, donc il ne pourra pas faire appel. Mais voilà. Oui, ok. Mais sinon, oui, tout à fait. Dans d'autres cas, ça peut arriver, tout à fait. Et de l'autre côté, on va avoir toi qui ne t'arrêtes pas là, puisque pendant ce temps-là, t'as des envies créatives, t'as envie de travailler dans le jeu vidéo, et donc Léo, toi tu es sur un projet dont on aura l'occasion de parler un petit peu, où tu crées ton propre jeu vidéo, et là pour le coup vous êtes deux, si j'ai tout compris. Ça dépend des moments. On est vraiment dans ce temps où les gens viennent sur le projet et justement, plutôt que de leur promettre la lune, ils viennent quand ils peuvent. Et puis, si à un moment donné ils sont appelés ailleurs parce que il faut gagner de l'argent, c'est tout à fait compréhensible. En ce moment, on est 3. Le projet s'appelle Saraband. C'est un acronyme qui veut dire la spectaculaire aventure de Reda l'amoureux, bravant avec ardeur mais nonchalance les démons des enfers. Et c'est un puzzle game et une comédie musicale en même temps. Voilà, qui va parler de sexe. Ça va être fun. Moi, j'aime bien finir l'émission là-dessus. Je trouve ça incroyable. Très bien, parfait. On se retrouve plus bientôt, j'espère. Eh bien, merci beaucoup, Léo. Bon courage évidemment pour la partie évidemment procédure. Bon courage aussi pour la partie créative, parce que mine de rien, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est un long process et que ça demande aussi beaucoup d'investissement. Et puis, avec un grand plaisir pour se retrouver dans un pixel près et discuter de peut-être narrative design, qui sait. Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Merci Thomas. Avec plaisir. Salut.